Andrea Paresse, carpologue spécialiste du néolithique au Proche et Moyen-Orient, dont la thèse a porté sur le site de Kérokitia à Chypre, nous explique ce qu'est la carpologie, cette discipline de l'archéobotanique n'existant que depuis les années 80-90. La carpologie, c'est une branche de l'archéobotanique, donc au même titre que la palynologie, l'anthracologie, la xylologie, qui vise à étudier les macro-restes végétaux, c'est-à-dire des restes qu'on peut voir à l'œil nu, hors bois. Donc, c'est-à-dire des fruits, des graines, ça peut être des tubercules, des racines, des tiges, des feuilles, en contexte archéologique. On peut retrouver des restes et des fruits de la période néolithique sous la forme surtout carbonisée, parce que c'est la forme qui se conserve le mieux, disons. C'est des rejets, souvent c'est des erreurs de cuisson, ou c'est des déchets qui sont brûlés en fait. Il faut atteindre une température assez élevée, donc généralement autour de 300 degrés pendant longtemps, pour que ces restes-là restent morphologiquement, anatomiquement intacts et qu'on puisse les identifier sous loupe binoculaire. Donc ça, c'est un des modes les plus communs, en tout cas qu'on retrouve en contexte archéologique, qui plus est au néolithique. Après, il y a plein d'autres formes de conservation, donc ça peut être minéralisé, imbibé, donc souvent dans les tourbes sans oxygène par exemple. Ça peut être des empreintes. Et puis, il y a aussi le cas de la dessiccation, notamment pour les momies, où là, on a des restes. Alors, c'est très rare, mais on peut avoir des restes de graines qui sont conservés dans l'appareil digestif de la personne. C'est le cas d'Otzi, par exemple, le dernier cas qui a fait la une des journaux. On peut retrouver ces graines de manière privilégiée donc dans les fours, mais aussi dans les zones de rejet. Donc tout ce qui est zone de rejet des potoirs finalement, dans les greniers aussi et les silos, dans des contenants. Dans les contenants, donc c'est possible que des greniers aient été complètement incendiés et donc tous les contenants aussi conservés. Et sinon, sur les sols d'habitation aussi, on peut retrouver, visible ou non d'ailleurs, c'est là l'importance de la technique de prélèvement systématique. On peut avoir des bonnes surprises sous la loupe binoculaire, même si à l'œil nu, on ne se rend pas compte et qu'il n'y a rien de prime abord. Dans les latrines aussi, j'ai pas évoqué, mais effectivement, dans les latrines, dans les périodes plus récentes, c'est assez intéressant. Donc on étudie clairement les cacas de restes humains, par exemple. Et là, on peut conserver, par exemple, des petites graines de fraises, de figues, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, dernier cas, il y a aussi les sépultures. Donc, aussi, il peut y avoir des dépôts de corbeilles de fruits dans les sépultures. Donc, surtout à la période romaine, par exemple, il y a des offrandes qui peuvent se faire avec des figues, des poires, etc. On suit une méthodologie assez drastique pour espérer avoir une représentativité la plus fiable, la plus réaliste possible. Donc ça, c'est notre souci premier, c'est la représentativité pour que notre interprétation derrière ne soit pas faussée. Donc sur un sol d'habitation, c'est extrêmement indispensable de prévoir une technique de prélèvement systématique selon le kéroyage, donc les lignes, les carrés en fait, de fouilles. C'est effectivement tout un remplissage qu'on va traiter. Ça, c'est le mieux, c'est quand on a des contextes fermés. Après, pour extraire la matière organique, on va s'appuyer sur une technique qui s'appelle la flottation. Et là, on va passer sous eau, en fait, comme son nom l'indique. Tous ces restes-là et les restes organiques vont flotter, puisqu'ils sont très légers, contrairement à tout le minéral. Et grâce à l'eau qui circule, donc il y a toute une technique de pompe et de circulation de l'eau, on va pouvoir extraire tout ce qui flotte à travers plusieurs tamis. Et donc, encore une fois, même si on ne voit rien à l'œil nu, on récupère, on laisse sécher, on met dans des sachets et on l'analyse au laboratoire. Des fois, on a la chance de voir déjà, quand on flotte et qu'on récupère le tamis, voilà, des charbons de bois, des fruits, etc. Quand on fouille, on détruit, d'où la nécessité d'enregistrer systématiquement, photographier, dessiner, numéroter, etc. Chaque couche stratigraphique. Et puis on va dégager le sol des habitations par couche, en fait. J'ai presque envie de dire c'est le doigté aussi de l'archéologue qui va savoir bien jauger son geste pour ne pas taper sur l'unité stratigraphique suivante. Et donc dégager unité par unité. Ensuite, il y a des dépôts
fermée, disons, primaire. Et donc là, tout le remplissage est à fouiller en un lot, en un ensemble. Parmi les découvertes qui moi m'ont marqué, parce que c'est mon domaine aussi, c'était là en 2018, une collègue espagnole qui travaille dorénavant à l'université de Copenhague. Elle a découvert la première attestation de pain dans le monde. Donc c'est un pain qui est même pas contemporain de l'agriculture, en tout cas de l'agriculture domestique, pardon. Donc là, elle offre le premier témoignage d'utilisation de graines d'ancêtres de céréales sauvages, plus de l'utilisation de tubercules broyés, donc de ce qui s'apparente parents du papyrus aujourd'hui. Et donc tout ça a été broyé pour faire ce pain-là. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça devait être certainement quelque chose de très rare, très fastidieux à préparer. C'était des graines, somme toute, très petites, avec encore leur glume accrochée et dont le décortiquage était très complexe, qui prenait certainement beaucoup de temps. On est dans des sociétés à l'interface entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs, en fait. Donc semi-sédentaires, et qui certainement avaient reposé leur subsistance sur 70% de chasse et de cueillette et un tout petit peu du produit de l'agriculture, la proto-agriculture qui a été faite. Et c'est exactement ce sur quoi j'ai travaillé aussi pendant ma thèse, ce changement entre l'agriculture prédomestique et l'agriculture domestique qui, je le rappelle, a bouleversé ensuite la totalité de notre mode de notre économie et puis grâce auquel on a pu asseoir les premières cités-États, donc qui ont émergé il y a 10 000 ans à peu près, donc d'abord au Proche et Moyen-Orient et puis ensuite dans toute l'Europe au néolithique. Donc c'est un peu une révolution pour l'humanité et en tout cas ici dans ce foyer-là de domestication. Pour moi c'est vraiment une des récentes découvertes les plus marquantes.